Quel était l'objectif que vous poursuiviez, que vous étiez donné au moment d'entamer l'écriture de ce livre? En gros, quel est votre message global? Si on pouvait résumer un livre en 5 lignes, ça prouverait que c'est pas la peine de l'écrire. Mais d'une certaine façon, ce livre est d'abord la synthèse de beaucoup d'autres. J'ai écrit ce livre très rapidement, en fait, je l'ai écrit en un mois, parce que c'était une synthèse d'une vingtaine d'autres, qui étaient sur des sujets séparés. Et je me suis rendu compte que c'était peut-être le moment de faire cette synthèse pour donner à lire quelque chose de plus simple, plus synthétique, qui regroupe ma vision de l'histoire, puisque une bonne partie du livre est consacrée à l'histoire. Comprendre comment l'histoire permet de dire quelque chose de l'avenir, de dégager des grandes tendances, en sachant que dans les grandes tendances de l'avenir, il y a des choses qu'on souhaite voir arriver et des choses qu'on souhaite ne pas arriver. Donc, celui qui prédit souhaite très souvent avoir tort. Et même, d'une façon mégalomaniaque, participer à la création d'une révolte qui conduit à ce qu'il ait tort. Et donc, en écrivant, j'ai voulu à la fois essayer de lire le monde pour moi et pour les autres, et de comprendre les évolutions, non seulement les évolutions géostratégiques, les rapports de pouvoir entre les nations, mais aussi les évolutions technologiques, les évolutions des mœurs, les évolutions des idéologies, les évolutions des relations entre les sexes et toutes sortes de dimensions diverses, mais en même temps pour dire ce qui s'annonce est très probable, mais ce n'est pas irrésistible. On peut tenter de l'éviter. Beaucoup de gens l'ont fait avant moi, à commencer par les prophètes, qui, pour certains d'entre eux, annonçaient un avenir idéal en espérant qu'il arrive, et certains d'entre eux en annonçant un avenir catastrophique, en espérant créer les conditions pour qu'il n'arrive pas. Ézéchiel fait partie des premiers prophètes, Jérémie fait partie des deuxièmes. Ce qu'a promis Ézéchiel n'est pas arrivé, ce qu'a craint Jérémie est arrivé, et il a même été en prison, puisqu'on a souvent... On pensait à l'époque que ce qu'il prédisait comme quelque chose qu'il redoutait était quelque chose qu'il souhaitait. Et ça arrive souvent qu'on confonde ce qu'on annonce comme possible avec ce qu'on annonce comme souhaitable. Donc c'est à la fois une façon de vouloir lire les choses, mais en même temps une façon de vouloir agir sur les choses en aidant à ce qu'elles n'arrivent pas, soit par la rébellion que la lecture peut entraîner, soit aussi parce que cela donne à moi et à d'autres des clés pour savoir comment agir pour changer le cours des choses. Alors vous le dites clairement, vous espérez une réaction, ce serait bien en tout cas, pour que ce qui est le plus noir dans vos prédictions ne se déroule pas. Mais est-ce que vous ne craignez pas que la peur que ce livre pourrait susciter soit paralysante? Non, je ne pense pas. Non, ce n'est pas paralysant. On peut avoir un sentiment de ce que nous sommes qu'un sur 7 milliards et que ça ne sert à rien d'agir. Mais je crois au contraire que, d'abord, chaque individu peut changer le monde autour de lui, chaque individu peut profiter de cette lecture du monde pour agir pour lui et ceux qui lui sont proches, et l'avenir n'est pas déterminé. On peut agir. Je ne crois pas que cela conduise à la résignation. Ça peut le faire pour ceux qui sont les moins courageux, mais je crois au contraire que ça devrait entraîner une réaction. Qu'est-ce qui vous intéressait dans le fait de transformer votre ouvrage en une exposition? D'abord, ça m'a amené à réfléchir aux relations entre l'histoire de l'avenir et l'histoire de l'art. Et tout au long du livre, quand je raconte l'histoire de l'Antiquité jusqu'à aujourd'hui et puis l'histoire des 60 prochaines années, j'ai tout le temps essayé de voir quelle place l'art pouvait y occuper. À la fois l'art comme révélateur d'une époque et l'art comme annonciateur des changements. Et donc, quand je vais revenir là-dessus, et quand l'idée d'une exposition est arrivée, non pas par moi d'ailleurs, mais par plusieurs sources différentes, j'ai trouvé ça très intéressant parce qu'au fond, un écrivain, c'est comme quelqu'un qui essaye de parler au monde de toutes les façons possibles. Alors, le roman est une façon de le faire, j'écris des romans, le théâtre est une façon de le faire, j'écris des pièces de théâtre. Les essais, c'est une façon de le faire. L'exposition touche d'autres gens. Je pense qu'il y a des gens qui vont venir voir l'exposition qui n'auront pas lu le livre et qui donc apprendront, regarderont, étudieront, réfléchiront à l'histoire de l'avenir, alors qu'ils n'y auront pas été confrontés parce que le livre ne nous aura pas touchés. Donc, c'est une façon de faire comprendre des idées, ou discuter des idées, quitte à les détruire, par des gens qui autrement n'auraient pas été sensibles. Et puis, c'est la confrontation à l'art qui est fondamentale, qui était
Parce que l'histoire de l'art dit beaucoup de choses sur l'histoire de l'avenir. A priori, on peut penser comme ça brutalement que l'art est toujours une avant-garde, puisque l'artiste, c'est quelqu'un qui pense librement, qui regarde le monde indépendamment de toute contrainte, et qui donc forcément est dans l'avenir, il est ailleurs, donc il est dans un des avenirs possibles, peut-être un avenir que lui seul vit dans son imaginaire, mais c'est un des avenirs possibles. Et donc la vision des artistes nous dit beaucoup de choses de l'avenir. Et lorsqu'on regarde l'histoire de l'humanité, de l'Antiquité jusqu'à aujourd'hui, on s'aperçoit que les œuvres des artistes ont jalonné les périodes, ne serait-ce que si on prend... enfin, d'une façon très, très spécifique. D'abord, pendant une très longue partie de l'histoire humaine, l'art n'existe pas. Il n'y a pas d'art, il y a des activités diverses qui sont toutes mystiques, toutes liées à une certaine compréhension du monde et de la transcendance, et qui tournent toutes autour d'un dialogue, d'une communication avec l'au-delà. C'est de la musique, c'est de la danse, c'est du théâtre, qui sont toutes des prières, des communications. Le théâtre, c'est d'abord une cérémonie religieuse, une liturgie. Il n'y a rien qui soit proprement, de façon objective, autonome, une œuvre d'art. La sculpture fait partie aussi de cela. Et puis progressivement, à différentes époques, suivant les civilisations, ce qu'on appelle une œuvre d'art s'autonomise. C'est-à-dire que les œuvres deviennent recherchées pour elles-mêmes, indépendamment de leur fonction mystique. On trouve ça assez vite dans la société grecque, plus tard dans la société occidentale, qui referme la parenthèse grecque, où les œuvres sont restent pendant très longtemps des éléments de mystique. Et même, on peut penser d'ailleurs que les œuvres grecques, qu'aujourd'hui on voit comme des œuvres d'art autonomes, étaient aussi des éléments mystiques, puisque la plupart faisaient partie de décorations de temples, et donc avaient une dimension mystique. Ce n'est qu'à partir du XIVe siècle que l'art, comme activité autonome, commence. Elle commence quand le commanditaire n'est plus l'Église, ou toutes les formes d'Église, quelles que soient les religions, mais où le commanditaire est un individu qui a envie d'exprimer son pouvoir par le fait d'acheter, de commander, d'avoir auprès de lui des œuvres esthétiques qui renvoient à son pouvoir et non plus au pouvoir d'avant, qui était celui du prêtre et du guerrier, qui était l'allié du prêtre. Et donc, l'œuvre d'art apparaît de façon autonome comme un trophée, un symbole, un signe de pouvoir de la nouvelle puissance qui est la puissance marchande. Et donc, ça paraît à partir du XIIIe siècle, avec les commandes des œuvres musicales, peut-être plus XIVe que XIIIe, des œuvres musicales, et évidemment, d'abord, de façon plus évidente avec la peinture, on peut dire que les premières œuvres d'art en tant que telles sont les portraits. Parce que le portrait, c'est la volonté de se représenter, de chercher à avoir soi-même une certaine forme d'éternité, d'immortalité dans une œuvre totalement faite indépendamment d'une signification métaphysique. Et l'art s'exprime ainsi dans cette relation avec celui qui le commande, qui se distingue peu à peu. Progressivement, l'artiste s'est libéré du religieux, se libérer du militaire, se libère progressivement du commanditaire, même s'il ne s'en libère jamais, en essayant de faire des choses libres, indépendamment de tout. Et donc on a un art qui progressivement prend de l'autonomie, tout en restant à l'intérieur de figures imposées. Il fait de la musique, il fait de la peinture, il fait de la sculpture, il fait de la danse, il fait toute une série de choses qui correspondent à ce qu'on appelle l'art dans des catégories qui sont nées en fait avec le monde religieux. Et puis progressivement, c'est en train encore d'évoluer aujourd'hui. Et cet art qui nous dit beaucoup de choses, par exemple, toutes les phases qui vont du XIIIe au XXe siècle, et qui sont ces chœurs du monde dont j'ai parlé dans mon livre, c'est-à-dire les 9 chœurs dans Los Angeles, c'est le dernier, Bruges, Venise, Anvers, Gênes, Amsterdam, Londres, Boston, New York, etc., peuvent chacun être caractérisés par des artistes et conceptions d'art particulières qui correspondent à la nature de la bourgeoisie de l'époque, à la nature des valeurs dominantes, à la nature des technologies disponibles pour faire des œuvres d'art, etc., etc. Et progressivement, même si l'art devient d'abord mondial, et donc on a ces mêmes formes d'art de commande
un peu partout à travers le monde, en Chine, en Afrique, etc., qui rejoignent le monde occidental et l'individualisme de l'art. Donc l'art devient à la fois planétaire, on a des musiques, du théâtre, de la littérature, de la peinture, des sculptures qui apparaissent. Et puis on a, d'une certaine façon, une certaine forme de fermeture de cette parenthèse de l'art, puisque l'art ne commence en tant qu'activité autonome que très récemment, même si on peut repérer des œuvres d'art sublimes d'il y a 5000 ans. Je pense à une tête mexicaine qui s'appelle Dualidad, qui est au musée de La Ventas, au fin fond de la province de Veracruz, qui est une œuvre qui a 5000 ans, qui est pour moi une œuvre d'art absolument sublime, mais qui n'était pas pensée comme une œuvre d'art, elle était pensée comme un élément d'une mystique, et on pourra citer des centaines dans beaucoup de civilisations qui sont involontairement, d'une certaine façon, des œuvres d'art, puisqu'elles ont été pensées plutôt comme des éléments d'un rituel et d'une relation cosmique, d'une transcendance. Mais progressivement, je pense que ce qui est en train de se passer, c'est à la fois... L'art s'inscrit dans les différentes étapes dont j'ai parlé. Il y a l'art du pouvoir, donc de plus en plus, on a des artistes qui traduisent le pouvoir. On a des artistes qui traduisent le pouvoir polycentrique, on a des artistes chinois, russes, etc., qui montrent que nous aussi, on a de l'art. Et donc, d'ailleurs, on voit les grands mécènes chinois acheter de l'art chinois et acheter l'histoire de l'art chinois. Donc, on a donc un art qui devient planétaire. On a ensuite un art qui rentre dans l'hyper-empire, c'est la généralisation du marché. Et donc on a un art du marché avec des artistes qui sont cotés comme des entreprises, avec des artistes qui sont dans la société de consommation, qui d'ailleurs travaillent dans l'apologie ou la dérision des objets de consommation, comme on le voit avec beaucoup d'artistes qui seront dans l'exposition, qui détournent ou valorisent, mais qui en même temps, consciemment ou inconsciemment, sont eux-mêmes des hommes d'affaires qui travaillent et créent les conditions de la rentabilité de leur propre travail, même si souvent ils ne sont pas intéressés que par cela, mais ça fait quand même partie du jeu, et toute l'économie qui est autour des galeries, des musées participe à l'économie de l'art, qui prend une importance dans l'économie marchande tout à fait importante. Puis au-delà de cela, en dehors de ce que ceci est épouvantablement inquiétant dans ce que l'art devient simplement un support de l'argent, et non pas l'argent un support de l'art, on voit apparaître d'autres choses qui sont très révélatrices d'autres évolutions. Pour moi, l'art qui est le mieux capable de prédire l'évolution de la société, et en particulier l'évolution de l'art, c'est la musique. La première chose que nous dit la musique, c'est l'importance du temps vécu. On n'est pas plus prêt du tout à payer un CD, mais prêt à pas se payer cher pour passer du temps avec un artiste dans un concert. Donc l'œuvre d'art, c'est d'abord quelque chose qui est dans l'intensité du temps vécu. La deuxième chose que nous dit l'évolution de la musique, c'est que de plus en plus de gens aiment faire de la musique eux-mêmes. Et de plus en plus même, non seulement faire de la musique, mais composer de la musique. Et la musique devient de plus en plus facile à composer, puisque la composition de la musique, c'est maintenant du Lego. Le DJ étant un premier exemple, on prend des morceaux, des samples, on fait de la musique avec des morceaux existants, qu'on verra d'ailleurs dans d'autres formes d'art. De plus en plus de gens le font. Ce qui va venir aussi après, c'est l'invention de nouveaux instruments de musique. On va sortir des instruments, on est déjà en train de sortir des instruments du XVIIIe siècle et du XIXe. Et donc progressivement, on a déjà des moyens qui sont en train de surgir pour que chacun devienne compositeur de musique, pour que chacun fasse de la musique pour lui-même. Avec une grande question qui va se poser, puisque la grande valeur des choses, c'est le temps. Est-ce que la musique que chacun fera sera de la musique pour l'écouter lui-même, donc pour se transcender lui-même par la musique qu'il fait pour lui-même, ou est-ce que ce sera de la musique de l'échange pour faire en sorte de créer les conditions d'une transcendance collective? Les deux choses existent et existeront. Il y aura l'art narcissique, l'art masturbatoire, une société de solitude générale, dans lequel la musique peut de plus en plus être cet instrument qu'on voit d'ailleurs déjà avec les gens qui vivent avec les écouteurs aux oreilles et qui sont dans cette dimension masturbatoire de l'art, mais aussi dans une dimension collective. Et qui renvoie aussi à ce que, au-delà de cela, que ce soit la musique ou d'autres formes d'art que chacun fera, où on va préférer faire de la peinture plutôt qu'en voir, faire de la sculpture plutôt qu'en voir, où le musée sera plus une source d'inspiration qu'une source d'émotion. Au-delà de ça, ça conduira, je crois, progressivement à prendre conscience que la seule œuvre d'art qui vaut la peine, la seule chose qui vaut la peine d'être considérée comme une œuvre d'art, c'est notre vie à nous. De faire prendre conscience qu'au bout de la route,
l'important, c'est que chacun d'entre nous soit mis en situation de transformer sa vie en une œuvre d'art, qui est la seule qui vaille. Les autres, les œuvres d'art qui sont dans les musées, n'étant qu'une source d'aspiration, d'incitation, d'élévation pour mettre très haut sa propre ambition. Par rapport à Bruxelles, évidemment, pourquoi est-ce que cette exposition à Bruxelles, est-ce qu'il y a un quelconque lien avec son statut de capitale européenne? Ouais, il y a beaucoup de raisons pour lesquelles je suis très heureux que cette exposition ait lieu à Bruxelles. La première raison, c'est que Bruxelles, dans son histoire, est le point de rencontre de beaucoup de parties de l'Europe. Et l'art a toujours été dans l'interstice, dans la rencontre des choses qui ne sont a priori pas faites pour se rencontrer. L'art, c'est le pont entre deux choses connues, mais que personne n'avait pensé à relier avant. Et la Belgique elle-même est un pont entre des cultures différentes, des mondes différents, le monde flamand, le monde latin avec le français, le monde allemand, saxon. Et ces trois mondes-là qui se rencontrent ici depuis longtemps sont d'abord l'histoire des cœurs du monde, qui sont à la fois flamands et latins, et qui sont aussi saxons. Et cette rencontre-là devait avoir lieu ici. C'est aussi le fait révélateur de ce que l'art, c'est toujours une question qu'on se pose quand on n'est plus capable de définir clairement qui on est. Un artiste, c'est quelqu'un qui est un marane, par définition. C'est-à-dire quelqu'un qui a été élevé dans une culture, mais aussi dans une autre, et qui appartient à deux cultures et donc est forcé d'en inventer une troisième. D'abord, il est forcé de tolérer les deux autres et d'en inventer une troisième. Et de ce point de vue, la rencontre belge est un lieu important de cette naissance du maranisme qui est au cœur de l'inspiration artistique, de toute forme d'artiste. Par hasard, d'ailleurs, si la Belgique a été la source de beaucoup d'inspiration d'artistes en beaucoup de dimensions de l'art. Bruxelles, capitale de l'Europe aussi, parce que c'est l'occasion de faire en sorte qu'on réfléchisse ici, par le biais de cette exposition, à la place de l'Europe dans l'histoire. L'Europe n'est pas que le lieu des 6 premiers cœurs de l'histoire. L'Europe est aussi peut-être, je l'espère, le lieu de son avenir et de l'avenir du monde. Et le fait qu'une exposition soit l'occasion, le prétexte à réfléchir sur les 50 prochaines années, la place que l'Europe peut y prendre, non seulement comme nostalgie du passé, mais comme acteur essentiel de l'avenir, tant géostratégique, si l'Europe s'unit, que esthétique, que éthique, dans la définition de valeur, est essentiel. D'autant plus que si on veut que le monde échappe au chaos et qu'on y installe une règle de droit planétaire, il faut d'abord qu'on soit capable de l'installer au sein de l'Europe. Comment peut-on imaginer qu'on puisse mettre en place une règle de droit planétaire si on n'est pas capable de mettre une règle de droit en Europe? L'Europe, de ce point de vue, est aussi l'avant-garde, l'éclaireur, au sens de l'éclaireur du temps, l'éclaireur du monde. L'Europe vit avec 30 ans d'avance sur le reste du monde. Si l'Europe échoue, le monde échouera. Si l'Europe réussit, le monde a une chance de réussir. L'Europe est aussi un peu comme le rossignol, l'oiseau au fond de la mine. Si l'Europe disparaît, le reste du monde disparaîtra. Et donc c'est un enjeu particulièrement significatif. Et pourtant, il est très difficile de trouver une œuvre artistique positive autour de l'Europe. Toute œuvre qui se veut positive n'est que de propagande. Une œuvre ne peut jamais être positive. Une œuvre est toujours inquiète, rebelle. Une œuvre n'est positive que par le souffle qu'elle donne. Mais on trouve en musique des milliers de choses qui disent des choses très positives sur l'Europe. Tant dans la musique la plus récente que dans toute l'histoire de la musique. D'abord, pour comprendre l'avenir, très souvent, les gens se limitent à faire des scénarios. Évidemment, c'est très facile de faire des scénarios, parce qu'il suffit de faire 10 scénarios, et forcément, il y en a un qui sera plutôt moins faux que les autres. C'est pas ma méthode. Moi, j'ai préféré essayer de déduire l'avenir du passé, en essayant de voir les tendances longues du passé, et en essayant d'en déduire quelques forces qui sont encore à l'œuvre et qui peuvent conduire à comprendre l'avenir. Et il serait vraiment difficile d'imaginer que si on arrive à trouver une grille de lecture des 3000 ans
derrière nous, que ces 3000 ans soient sans influence sur les 50 prochaines années. Évidemment, ils ont de l'influence sur les 50 prochaines années. On doit pouvoir dire quelque chose sur les 50 prochaines années à partir d'une lecture des 3000 ans passés. Pour comprendre les 3000 ans passés, il faut mêler des lectures très diverses, anthropologiques, historiques, religieuses, philosophiques, technologiques. Il y a beaucoup de choses qui ont été écrites. Et donc, ce que j'ai fait, c'était à la fois mon regard personnel, mais en observant des immenses travaux des théoriciens des religions, des théoriciens de la philosophie, des théoriciens d'histoire, dont on retrouve la trace dans mon travail. Lorsqu'on regarde cette histoire, on s'aperçoit qu'il y a des grands mouvements qui sont permanents. Un des premiers grands mouvements, c'est que l'humanité a toujours été, pendant des millénaires, des dizaines de milliers d'années, peut-être même 1 million d'années, nomade. Elle bouge sur la planète. Puis, assez récemment, à partir du 6e millénaire avant notre ère, elle s'arrête, devient sédentaire. Elle crée des villes, des villages, des villes. Elle s'installe, elle invente d'ailleurs curieusement l'agriculture avant l'élevage, qui est une activité de sédentaire et pas de nomade, et puis elle s'installe, elle se développe. Et progressivement, aujourd'hui, elle redevient nomade. Peut-être de façon provisoire, mais en tout cas, elle redevient nomade. L'humanité est en train de bouger de nouveau. Donc il y a déjà cette première tendance, nomadisme, sédentarité, retour du nomadisme. La deuxième tendance forte de l'histoire, c'est la tendance démographique, qui est claire. Nous avons une évolution qui fait qu'il y a, au début de l'ère commune, de l'ère chrétienne, il y avait à peu près 200 millions de personnes sur la Terre, qu'en 1950, il y avait à peu près 2 milliards d'habitants sur la planète, et qu'aujourd'hui, on en est à presque 8, et qu'on va atteindre 9 en 2050. 9. Donc l'humanité s'est énormément accélérée, énormément entre 1950 et aujourd'hui, où elle est passée de 2 milliards à 7 milliards, ce qui est absolument gigantesque. Et la croissance se ralentit, mais on va passer à 9 milliards. Avec des choses assez faciles à lire, on voit qu'on est passé d'une population agricole à une population industrielle, d'une population industrielle à une population des services. Et ce qui s'est passé dans l'Angleterre au XVIIIe siècle va se passer progressivement dans d'autres pays. On voit qu'on est passé d'une population rurale à une population urbaine. Dans les pays développés, les 2 tiers de la population des pays développés sont en ville. Ce qui n'est pas le cas encore dans le reste du monde et qui donc va se passer. Donc c'est là où le passé nous dit beaucoup de choses sur l'avenir. Donc on voit qu'en 2050, on sera 9 milliards, dont 2 milliards en Afrique au lieu d'1 aujourd'hui. C'est le grand changement de l'histoire, c'est que l'Afrique va doubler, et avec une population qui aujourd'hui est à moitié urbaine à l'échelle de la planète, va passer à 2 tiers urbaine. Donc on va entrer, le 21e siècle, c'est le siècle de la ville africaine, voilà, pour faire court. Et ça, on peut le voir à partir de l'histoire. Donc, il y a des grandes tendances comme ça qu'on peut voir. Et une autre grande tendance qu'on peut voir assez profondément, c'est l'évolution technologique. On voit que la technologie avance sur 2 pieds, qui sont toujours les mêmes pieds, c'est l'énergie et l'information. Le monde fait des progrès en manipulant des énergies de plus en plus puissantes, le vent pour les bateaux, l'eau, le charbon, le pétrole, l'électricité, etc. De plus en plus d'énergie, et puis l'information, la manipulation de l'information, c'est-à-dire les moyens de communiquer qui sont de plus en plus puissants, et puis le télégraphe, la poste d'abord, le télégraphe, puis ensuite le téléphone, et puis Internet. Donc, c'est ces 2 pieds qui avancent, qui cèdent l'un l'autre, mais parce que il faut de l'énergie pour faire de l'information, mais en même temps, quand on utilise le téléphone, on n'a pas besoin de voyager. Donc l'un remplace l'autre, l'énergie remplace l'information remplace l'énergie. Et ce sont les 2 moteurs principaux. Donc on voit qu'on est dans un moment où aussi on va avoir plus de nouvelles sources d'énergie, de nouvelles sources d'information. Ça, c'est une autre tendance. Et une autre tendance aussi qu'on peut voir, c'est que l'humanité a de plus en plus de moyens de faire le bien et de plus en plus de moyens de faire le mal. Et que donc on peut décrire l'histoire de l'humanité comme une sinusoïde qui monte vers le bien et qui descend vers le mal, mais une sinusoïde de plus en plus ample. Donc l'histoire de l'humanité, c'est ça. Et aujourd'hui, on est assez haut dans le bien, mais on peut descendre. Et à un certain moment, on descendra peut-être tellement bas qu'on ne pourra plus remonter. Voilà encore une autre grille de lecture du monde. Une autre grille aussi de lecture du monde, c'est le fait que l'humanité avait le choix entre plusieurs valeurs dominantes. Elle pouvait choisir la recherche de l'immortalité, c'est ce que le religieux a choisi. Elle pouvait choisir la sécurité, c'est ce que le militaire a choisi. Et progressivement, elle a choisi pour l'instant, ni le religieux ni le militaire, elle a choisi le marchand, elle a choisi la liberté.
Je veux être libre. Chacun d'entre nous veut être libre. Nous voulons être libres. Nous voulons être libres de faire ce qu'on veut, de choisir ce qu'on veut, de vivre qu'on veut, d'avoir les relations qu'on veut avec les gens qu'on veut. Et le monde, de plus en plus, est un monde qui s'organise autour de la liberté, de l'illusion de la liberté, parce qu'on n'est pas libre d'être né à une autre époque que celle à laquelle on est né. On n'est pas libre de mourir, sauf si on le décide à un autre moment que celui qui est décidé par toute une série de contingences. Il y a beaucoup de limites à la liberté. On n'est pas libre de consommer plus que les moyens financiers dont on dispose nous permettent de le faire. Donc on a une liberté contrainte par la rareté. Qui fait que progressivement, on a mis en place des mécanismes qui nous permettent de vivre une sorte d'illusion de la liberté sous contrainte de rareté. Dans l'économie, pour les biens privés, cet mécanisme idéal, c'est le marché, qui nous permet d'acheter en apparence librement, mais sous contrainte de ce qu'on a dans sa poche. Et pour les biens publics, c'est la démocratie qui nous permet de croire qu'on est libre, mais sous les contraintes des limites des ressources de la collectivité. Et donc, là aussi, c'est une tendance très longue. Les démocraties de marché s'installent et on voit en effet se généraliser progressivement à l'échelle de la planète des démocraties de marché. Donc on voit toute une série de tendances longues comme ça qui s'installent. En même temps, on voit aussi une autre tendance longue qui s'installe, c'est que progressivement, l'humanité est passée d'un ordre qui était un ordre religieux, l'ordre rituel, à un ordre militaire, qui est l'ordre des soldats, et progressivement à un ordre marchand. Cette dualité ou cette trilogie des dieux était très ancienne. Dumézil et les grands théoriciens, Lévi-Strauss, l'ont vu bien avant, sous le nom de Jupiter, Mars et Quirinus, les dieux de l'argent, les dieux de commerce, enfin, les dieux de l'argent, les dieux du religieux et les dieux du militaire. C'est ces trois dieux qui structurent l'histoire humaine tout au long, et avec progressivement une victoire de l'un sur l'autre, qui est une victoire de l'argent sur les deux autres, qui passe à son service, durablement ou provisoirement, on ne sait rien. Autre tendance longue, c'est que progressivement, on était dans des sociétés qui attachaient de plus en plus, qui attachaient l'importance au temps long. On a attaché de l'importance à l'immortalité, on a attaché de l'importance à la durée. Et progressivement, nos sociétés attachent de moins en moins d'importance à la durée et de plus en plus d'importance à l'instant. On vit sous la tyrannie de l'instant, les télévisions sous la tyrannie de l'audience, les entreprises sous la tyrannie du cours de bourse, les hommes politiques sous la tyrannie du sondage, on vit sous la tyrannie de l'instant. Et chacun d'entre nous sommes de plus en plus tenus à un désir de liberté individuelle, moi, maintenant, tout de suite, caprice général. Donc on voit bien cette évolution. Et on voit aussi que cette évolution a conduit progressivement à une domination de l'argent sur les autres valeurs, et que ça s'est traduit progressivement par l'installation d'une société de l'argent, qui aurait pu prendre son envol n'importe où dans le monde. Elle aurait pu commencer au Mexique, elle aurait pu commencer en Afrique, elle aurait pu commencer en Chine. En fait, elle a commencé étrangement en Asie mineure. Si on regarde bien l'histoire du monde occidental, qui aujourd'hui domine le monde à partir de l'Europe, des États-Unis, et qui est aujourd'hui en train de s'installer partout à travers le monde, sous la logique de la liberté individuelle et de la raison, sa naissance se situe dans une région qui est la plus fertile du monde, c'est-à-dire les plaines d'Asie mineure, aujourd'hui l'Irak, où se structure toute une série d'empires. Et puis à côté, étrangement, il y a deux peuples minusculissimes, qui structurent des idées à part. Vous avez d'une part, sans qu'on sache, c'est très disputé, qui chronologiquement est avant l'autre. Vous avez le peuple juif qui invente l'idée du monothéisme, Dieu unique, et qui invente toute une série de mythes qu'on appelle la Bible, qui se structurent. Puis vous avez à côté, sans doute un peu après, même si c'est presque concomitant, peuple grec, qu'on appelle à tort grec, parce que l'essentiel du peuple grec se trouve en Ionie, c'est-à-dire en Turquie. Et les grands penseurs sont en Turquie. Et c'est très contemporain. Moïse traverse la mer Rouge en même temps que Ulysse traverse la mer Égée pour aller attaquer Troie. C'est à 30 ans près, selon les mythes, c'est en même temps. Donc on voit des mouvements. Et ces deux sociétés vont inventer les deux formes de ce qui est la modernité. L'un va inventer la raison et l'autre va inventer l'unicité. L'unicité de Dieu, l'unicité du monde, la nécessité de réparer le monde, le service. Les deux vont se rencontrer, d'abord en Égypte, d'où d'ailleurs tout est parti, se rencontrent en Égypte, 3e siècle avant notre ère, puis ensuite se rencontrent de nouveau dans la même continuité, de nouveau en Palestine, et ça va donner la version grecque de la Bible, qui est les évangiles, et le monde judéo-grec va donner naissance à toutes les dimensions de l'Occident, dont la chrétienté est une des premières dimensions.
Et progressivement, cet univers-là va créer un monde dans lequel la raison est dominante sur toutes les autres formes de valeurs, dans lequel le polythéisme disparaît au profit d'un Dieu unique, dans lequel on recherche une unicité dans l'explication du monde, qui est le dialogue entre la foi et la raison, mais la foi étant elle-même une foi de raison, puisqu'elle est autour d'un Dieu abstrait, qui est le Dieu monothéiste. C'est dans ce déplacement qui part de l'Asie mineure vers les côtes de la Méditerranée ionique, ça se déplace ensuite, curieusement, toujours vers l'ouest, vers la Grèce, 4e siècle avant notre ère, et puis ensuite ça se déplace vers Rome. Là, ça stagne un peu, ça reste là pendant un moment, puis ça ressurgit là, et là, ça va se promener, les centres du monde vont se promener entre la mer du Nord et la Méditerranée, ou la mer Tyrrhénienne. Et on a, comme ça, entre l'an 1000 et la fin du 19e siècle, une organisation du monde avec une même structure, un cœur, une ville-centre, une technologie dominante, une idéologie dominante, une organisation, et toujours la même chose. Une ville qui domine, elle prend le pouvoir, elle s'installe, elle organise un monde de plus en plus large autour d'elle, autour de la marchandise et du marchand, avec l'armée et la religion au service du marchand et non plus l'inverse, et de plus en plus puissante. Puis quand elle n'a plus les moyens de tenir la puissance, elle s'épuise, elle n'a pas assez de ressources, elle est remplacée. En général, d'ailleurs, il y a une bataille entre elle et deux rivaux, et c'est en général celui qui n'est pas le rival qui prend le pouvoir. C'est comme ça qu'on a assisté successivement à la domination d'une ville après l'autre. On voit d'ailleurs que, curieusement, les grandes puissances qu'on pensait puissantes, c'est-à-dire l'Empire français, le Royaume de France, le Royaume d'Espagne, super puissant, ou l'Empire romain germanique, ne sont pas des cœurs, parce que ce sont des puissances qui sont totalement féodales et qui ne sont pas dans la modernité de la raison. Elles ne sont absolument pas dans la raison, elles restent dans l'univers du religieux et du militaire, pas dans le domaine de la raison. Et la modernité marchande, qui est dans l'alliance judéo-grecque, puisque les Juifs ont été les seuls autorisés à faire le prêt à l'intérêt, qui est la condition du marché, et les Grecs sont dans ce même dialogue maritime, parce que c'est par la mer que se situe le mouvement. Et il n'y a pas de grande puissance qui n'est pas d'abord une puissance maritime. C'est pour ça que d'ailleurs que la France ou l'Espagne ou l'Allemagne n'ont pas été des grandes puissances, parce qu'elles ont culturellement choisi d'être des puissances sédentaires, par opposition aux nomades. Je vous ai dit tout à l'heure que le nomade l'emporte toujours sur le sédentaire, et même dans l'univers marchand, d'un univers apparemment sédentaire, c'est le nomade qui l'emporte, le nomade étant celui qui se réfugie dans les ports, parce que c'est là que se situe l'échange, c'est là qu'apparaît le nouveau. Et voilà comment, progressivement, on voit apparaître 9 cœurs successifs, et la question qui se pose, c'est de savoir s'il y aura ensuite un autre cœur. Est-ce qu'il y aura un autre cœur américain? C'est possible. Est-ce qu'il y aura un autre cœur hors de l'Amérique? C'est possible. C'est pas mon hypothèse. Mon hypothèse est que nous ne sommes pas à la fin de l'Empire britannique, remplacé par l'Empire américain à la fin du XIXe siècle, mais plutôt à la fin de l'Empire romain, qui est remplacé par personne, au IVe siècle, quand l'Empire romain disparaît, l'Empire se défait, mais curieusement, tout le monde devient romain. Les peuples dits barbares, qui ne sont pas du tout des barbares, s'habillent en romains, prennent la religion des Romains, deviennent chrétiens, prennent la langue romaine, qui devient la langue un peu partout de toute l'Europe. Et c'est exactement ce qui est en train de se passer aujourd'hui. Tout le monde devient occidental. Le monde entier devient occidental. On s'habille de la même façon, on a les mêmes mœurs, on se marie de la même façon, la même conception du couple, la même conception de l'amour, qui correspond à celle de l'Europe du XIXe siècle. Mais je pense que ceci est aussi provisoire et que progressivement, beaucoup de ces valeurs vont changer et que le monde ne restera pas simplement à une généralisation du modèle de la modernité du XIXe siècle européen. Il est très facile de décrire l'avenir en décrivant des scénarios, en espérant qu'un se réalise. L'avenir se présente sous forme de vagues, comme les vagues qu'on voit sur la mer depuis la côte. On voit des vagues arriver, certaines vont grossir, d'autres vont avorter, et toutes arrivent sur la côte à des vitesses différentes. Je vois 5 vagues venir vers nous, et j'espère qu'il y en a une ou deux qui vont avorter, et que la dernière sera celle qui sera la plus forte. La première vague, c'est celle de l'Empire américain qui décline en valeur relative. Non pas qu'il disparaît, mais dès aujourd'hui, on voit que l'Empire américain n'est plus tout puissant. Il ne représente une part décroissante du PIB mondial. Il va même être dépassé par la Chine, par l'Europe.
même s'il reste la première puissance militaire pendant très longtemps. Elle va être dépassée un jour par la Chine et par l'Europe et par d'autres. Mais c'est une période de déclin qui correspond aussi à une période d'explosion de technologies collaboratives qui vont conduire à des nouvelles découvertes, en particulier technologies de l'information, biotechnologie, etc., qui vont changer beaucoup de choses, à des modifications dans les mœurs, mais qui vont sans doute se situer avec une victoire croissante et permanente des États-Unis dans l'idéologie dominante. La deuxième étape, la deuxième vague, c'est celle où progressivement les États-Unis partagent le pouvoir sur le monde avec d'autres puissances qui ont déjà commencé sous le biais de ce qu'on appelle le G20, c'est-à-dire la tentative de gouverner ensemble avec la Chine, peut-être avec l'Europe si l'Europe est capable de s'unir, avec d'autres puissances, la Russie, et quelques puissances africaines, une tentative de gouverner le monde ensemble qui va correspondre à un moment où nous sommes déjà, où le monde sera plus multiple, avec des chaos assez forts, des conflits entre ces nations, des rivalités. Sans doute assistera-t-on à des conflits entre la Chine et le Japon, des tensions entre l'Europe et les États-Unis, des moments où cet ensemble s'entrechoquera. C'est peut-être le dernier moment de l'histoire où on assistera à des conflits entre nations, entre grandes nations. Puisqu'après, c'est la troisième vague, on se rendra compte que les nations sont incapables de tenir leur rang face au marché, parce que les nations seront incapables d'organiser un vrai pouvoir mondial en se le partageant, parce que les entreprises qui sont mondiales, alors que les nations ne sont que locales, vont prendre le pouvoir progressivement, et que le monde devenant de plus en plus nomade, les individus eux-mêmes auront de moins en moins de loyauté à l'égard des nations, quelques loyautés passagères, mais pas de loyauté définitive, et resteront de plus en plus des individus solitaires dans un univers où le marché, les entreprises prendront un pouvoir croissant et où de plus en plus d'activités qui étaient des prérogatives des États, comme la défense, comme la justice, comme la santé, comme l'éducation, comme même la politique étrangère, seront faites par des entreprises grâce aux technologies nouvelles, grâce au fait qu'il y aura de plus en plus des armées de mercenaires, il y aura de plus en plus des entités non étatiques, qu'elles soient terroristes ou pacifiques, des ONG ou des sectes de toute nature, qui vont progressivement prendre le pouvoir. C'est la troisième vague dans laquelle, en même temps, tout va devenir marchand. Et y compris non seulement les différentes fonctions de l'État, mais aussi tout ce qui compose le corps. Il y aura des prothèses dans toutes les dimensions de nos vies, et le corps lui-même deviendra une prothèse, au sens où, soit de façon électronique, soit de façon génomique, on transformera le corps en un objet, avec toujours ce fantasme d'immortalité que le corps n'a pas, et que les objets ont. Étrangement, les objets sont immortels, même s'ils sont déjà morts. Une table est immortelle, même si elle est déjà morte. Et les hommes rêvent de l'immortalité des objets, tout en espérant que l'immortalité ne s'accompagnera pas de leur mort. Mais en même temps, ils recherchent cette immortalité qui ne serait possible qu'avec l'immortalité de la conscience de soi, qui est loin dans les fantasmes de la littérature. Quatrième étape, c'est que quatrième vague, c'est que si on a un marché mondial sans État mondial régulateur, alors on aura le chaos inévitable qui est une très forte concentration des richesses à laquelle on assiste déjà, une sous-allocation des ressources, c'est-à-dire beaucoup de chômeurs, des mouvements considérables de population, aucune justice sociale, aucune répartition des ressources, aucune capacité de maintenir le droit et les arbitrages, des gaspillages considérables de ressources, des prédateurs de toute nature, surtout des prédateurs de plus en plus criminels, puisque dans cet univers, l'économie criminelle va devenir plus importante encore que l'économie légale. Si aujourd'hui elle représente déjà 20% de l'économie illégale, elle va devenir de plus en plus puissante. On assistera à une montée continue de l'économie illégale, l'économie de la drogue, l'économie de la prostitution, l'économie des organes, l'économie des armes, toutes aujourd'hui considérées comme illégales, mais qui vont devenir de plus en plus importantes, qui seront à la fois légales et aussi des activités criminelles qui deviendront très puissantes. Et ça va conduire forcément dans un univers de rareté extrême, 9 milliards d'habitants se partageant des ressources, avec des concentrations de richesses très grandes, à des violences de toute nature, dans un monde de plus en plus précaire, de plus en plus interdépendant, de plus en plus technologique, de plus en plus fragile, ayant de plus en plus conscience de son unité. On aura une
des sources de conflits énormes qui se traduiront à la fois par des conflits, mais aussi par une demande d'ordre, une demande de sécurité, une demande de dictature. La démocratie sera en cause, la démocratie sera menacée. Et ce qu'on voit aujourd'hui monter avec les mouvements religieux n'est qu'une toute petite annonce de ce qui vient, c'est-à-dire le fait que beaucoup de gens diront, face à cet univers-là, au fond, la démocratie n'est peut-être pas le meilleur des systèmes, puisqu'elle ne nous a pas protégés contre ce chaos. Et des gens diront peut-être que nous avons besoin de plus de la sécurité que de la liberté. Donc la dictature, c'est quand même mieux que la démocratie. Et les technologies qui permettent aujourd'hui de plus en plus de surveiller, de créer des conditions de contrôler, où chacun lui-même se contrôle et surveille lui-même et les autres, donnent par la technologie les moyens de faire passer la surveillance par-dessus la liberté. On voit que cet univers de surveillance, de dictature, de disparition de l'individu dans la guerre et dans la robotisation qui transforme l'individu en un objet, c'est la fin de l'espèce humaine. Avec peut-être quelque chose qui survit, qui est dans une sorte de noosphère technologique, une intelligence artificielle qui naîtrait et qui s'échapperait de l'homme et qui même, d'une certaine façon, serait assez puissante pour considérer que l'homme est vraiment le dernier des idiots et le combattre. On peut imaginer cela. Dans ce cas-là, c'est la fin de l'espèce humaine et l'histoire s'arrêterait là. On peut imaginer que soit cette guerre soit une nouvelle fois comme les deux précédentes, celle de 1914 ou celle de 1939, avec ces oscillations dont je parlais tout à l'heure de plus en plus fortes, qu'elle soit plus forte encore, avec plus de morts. Hein. Si nous avons une guerre aujourd'hui comme celle de la Deuxième Guerre mondiale, elle ferait 1 milliard de morts en proportion de la population. 1 milliard, c'est pas 9 milliards. Donc il y aurait 1 milliard de morts et il resterait 8 milliards d'individus sur la Terre. Et donc après, on peut imaginer qu'après, ou si possible mieux avant, à la place, on prenne conscience que l'altruisme, c'est mieux que l'égoïsme, qu'on a intérêt à s'occuper des générations suivantes, qu'on peut trouver un grand bonheur à être utile et non pas un grand bonheur à être égoïste, et à mettre en place les conditions de ce que j'appelle l'hyperdémocratie, c'est-à-dire l'intensité de la vie dans laquelle chacun est aidé par les autres pour devenir pleinement lui-même. On en voit déjà les prolégomènes dans ce qui apparaît dans les ONG, dans les comportements altruistes de beaucoup de jeunes des générations les plus récentes, mais c'est loin d'être gagné. Est-ce que vous pensez que l'Europe serait un bon exemple de ce passage de l'hyper-conflit à l'hyper-démocratie, puisque elle aussi est née des centres de la Deuxième Guerre mondiale pour tenter vers une union basée sur d'autres choses que le rapport de force et la Oui, l'Europe est une avant-garde. L'Europe a déjà vécu d'une certaine façon l'hyper-conflit, puisqu'elle a vécu des guerres tragiques chez elle, et l'Europe est en train de créer les conditions d'une naissance de l'hyper-démocratie limitée à l'Europe par une construction d'un système institutionnel extrêmement nouveau, qui protège les intérêts locaux, qui fait naître des formes nouvelles de parlement, de gouvernement, qui peut être l'avant-garde de l'hyperdémocratie. En tout cas, si on n'arrive pas en Europe, on n'arrivera nulle part. Vous le dites vous-même, cette 5e vague, c'est celle que vous souhaitez. Mais quand on voit par exemple ce qui se passe en Europe pour le moment, entre la Grèce et l'Allemagne par exemple, quand il s'agit de parler de gros sous, est-ce que vous êtes optimiste et est-ce que vous restez optimiste? D'abord, je suis ni optimiste ni pessimiste. L'optimisme ou le pessimisme, c'est des attitudes de spectateur. Si vous êtes spectateur de match de foot, vous pouvez être optimiste ou pessimiste. Si vous êtes joueur, vous n'êtes ni optimiste ni pessimiste. Le simple fait de se poser la question, ça prouve qu'on pense qu'on n'a aucune influence sur le réel. Si on se pose la question de savoir si on est optimiste ou pessimiste, c'est on pense qu'on ne va pas avoir d'influence sur le réel. Et quand on est dans une situation où on n'a pas d'influence sur le réel, alors il vaut mieux être pessimiste. Parce que la seule chose qu'on peut faire, c'est d'agir en tenant compte des pires hypothèses possibles. Pour ça, par exemple, que si vous prenez les Juifs allemands de 1933, seuls les pessimistes ont survécu. Parce qu'ils ont tenu compte de la pire des hypothèses. Mais ils n'avaient aucune influence sur le réel, sauf la possibilité de fuir encore. Donc, dans les cas où on n'a pas d'influence sur le réel, il faut être pessimiste. Dans les cas où on a une influence sur le réel, il faut être ni optimiste ni pessimiste, il faut agir. Et je pense que l'Europe avance. Bon, il y a des anecdotes. Ce qui se passe entre la Grèce et l'Allemagne, c'est une anecdote. C'est le moment où la Grèce est confrontée au réel. La Grèce n'a pas payé ses impôts, la Grèce n'a pas payé ses dettes, la Grèce ne peut pas vivre au crochet du reste de l'Europe pendant très longtemps, mais l'Europe a intérêt à aider la Grèce parce que la Grèce est à la source de l'histoire européenne, mais en même temps, chacun doit faire une part du chemin.
Par rapport à vos 5 vagues, la première, celle de ce déclin de l'Empire américain, ce qui est étonnant, c'est que vous l'annoncez à très court terme. Si je calcule bien 60 ans, disons, pour vos prévisions, cette première vague, elle est là dans 10 ans. Mais elle a déjà commencé. Dans 3 ans, le PIB américain est inférieur au PIB chinois. Donc le déclin relatif, il est déjà là. Je parle de déclin relatif. Il est déjà là. Et si vous prenez les discours du président Obama, qui ne seront peut-être pas les mêmes que son successeur, le président Obama dit de discours en discours, nous n'avons plus les moyens d'assurer la paix du monde. Nous avons besoin de partager le fardeau du monde avec d'autres. D'une certaine façon, la guerre froide était une façon de partager le fardeau du monde. Et aujourd'hui, le fait que les États-Unis sont seuls est un problème pour l'ordre du monde. L'émergence d'une organisation pirate, je pourrais dire, comme l'État islamique, pour vous, c'est le reflet de ce que vous appelez l'hyper-conflit? Ouais, l'État islamique, c'est typiquement la naissance de la remise en cause des frontières et des États, et la naissance d'une nouvelle nation qui à la fois reprend les mythes anciens, la nostalgie des régimes antérieurs. C'était mieux avant, le califat, donc on retrouve ça un petit peu comme beaucoup rêvent d'un c'était mieux avant. La Russie rêve de c'était mieux avant, la Chine rêve de c'était mieux avant, quand l'Empire du Milieu était tout puissant. Donc c'est toujours dans le refus de l'avenir qu'on cherche son modèle dans le passé. Et c'est dans cette partie du monde qui va de la Mauritanie jusqu'au Pakistan, un immense ensemble, où il y a une sorte de refus de l'avenir pour l'instant, parce que l'avenir est inquiétant, on peut comprendre, qu'il y a une recherche d'un c'était mieux avant, qui peut à la fois être très dangereux et qu'on peut comprendre. Est très dangereux parce qu'il est barbare, mais qu'on peut comprendre parce que si le modèle occidental ne fournit pas de réponse de long terme, on comprend que les gens aient envie de le chercher ailleurs. Est-ce que vous pensez que dans cette phase d'hyper-conflit, tout comme le fait l'État islamique pour le moment, il y aurait une phase de destruction de l'art antérieur? La destruction de l'art telle qu'on y assiste, d'abord c'est une destruction tactique. Ceux qui le font ne font ça que pour attirer l'Occident dans un piège. On vous montre qu'on fait des horreurs pour que vous veniez vous enferrer dans le piège. C'est ce qu'ils ont fait en Afghanistan avec les Bouddhas de Baviane et ce qu'ils ont fait dans le musée de Mossoul, où il semble-t-il d'ailleurs ils n'ont détruit que des copies et non pas les originaux. Donc il y a une volonté d'attirer l'Occident dans le piège. Mais en même temps, c'est en effet le fait de désigner une société, et c'était mieux avant, à une période très particulière, qui est le califat du 8e siècle, et donc pas avant le califat et pas après. Qu'en est-il maintenant de ces superstructures que vous annoncez destructrices des États à l'avenir, dans la troisième phase? Est-ce qu'on peut dire que, quelque part, Goldman Sachs, qui a la capacité à produire des cadres de sa propre entreprise qui deviennent ensuite des directeurs de banques européennes comme M. Draghi, ou qui sont chargés de sauver les banques comme M. Paulson aux États-Unis, est aussi un annonciateur de cette vague? Dans l'hyper-empire, vous avez en effet des passerelles permanentes entre les entreprises et les États, où chacun passe de l'un à l'autre, et on ne sait plus qui défend l'intérêt de qui, c'est clair. Et il est aussi compréhensible que dans l'hyper-empire, dans la mesure où le marché est dominant, les fractions de l'ordre public qui subsistent sont les fractions de l'ordre public qui sont dans l'intérêt du système marchand, donc les banques centrales, dont le système marchand a besoin. Le système marchand n'a pas besoin de cours de justice, n'a pas besoin d'ordre éthique, n'a pas besoin de droit civil, mais il a besoin de banques centrales. Le système marchand a besoin d'institutions. Et si les institutions ne sont pas en place comme les banques centrales, eh bien le système marchand crée des institutions ad hoc, qui sont des institutions un peu comme le corporatisme au Moyen-Âge, où les entreprises avaient créé entre elles des institutions qui faisaient du droit pour elles, dans leur intérêt. Et on voit aujourd'hui surgir, par exemple, les banques qui se mettent ensemble pour faire de la régulation bancaire, BAL 1, BAL 2, BAL 3, les compagnies d'assurance qui font des législations d'assurance, et beaucoup de professions qui se mettent ensemble pour faire des régulations en l'absence du gouvernement mondial. Le conflit pour l'instant, c'est l'Ukraine et la Russie. Vous le placez où dans vos vagues? Vous voyez quelque chose de l'ordre de l'hyper-empire ou de l'hyper-conflit? Non, c'est vraiment un conflit du passé. C'est un vieux conflit qui correspond à un soubresaut dans la définition de l'Europe. La question est de savoir quelles sont les frontières de l'Europe. Est-ce que l'Europe va jusqu'à la Russie ou pas? Si l'Europe ne va pas jusqu'à la Russie, alors il y a un
problème de conflit entre l'Europe et la Russie, de rivalité. Si l'Europe va jusqu'à la Russie, il faut passer outre cette dispute pour intégrer l'un avec l'autre. C'est un petit peu comme la question entre la France et l'Allemagne dans les années 20. C'était absurde de se disputer et de faire une deuxième guerre mondiale. C'était fou. Là, c'est un peu de la même façon un conflit anachronique. Mais il ne faut pas oublier que les conflits anachroniques sont parfois les pires et qu'on peut très bien en avoir un. Oui, vous dites dans votre ouvrage que peut-être un jour la France et l'Allemagne retrouveraient des volontés de domination. Tout est possible. On peut très bien, avec cette idée de c'était mieux avant, revenir en arrière. Il ne faut pas oublier que le monde de 1910 était un monde qui s'annonçait magnifique. Toutes les technologies étaient en place, la radio, le téléphone, la télévision, l'avion, la voiture, l'électricité. Le monde s'annonçait magnifique. La démocratie commençait partout, en Amérique latine, en Russie. La Russie allait vers la démocratie. Et puis progressivement, pour des raisons complètement idiotes, un engrenage a conduit à une guerre. Et puis ensuite une crise, et puis ensuite une nouvelle guerre. Mais si on avait mieux géré la crise financière de 1907, si on n'avait pas traduit tout cela par du protectionnisme, si on n'avait pas eu peur du monde, on aurait épargné 75 ans de barbarie. Vous dites souvent que si l'Europe échoue, le monde échouera. Si la Belgique échoue et se sépare un jour, est-ce que l'Europe échouera? Disons que ce serait mauvais signe, en effet. Si la Belgique se sépare, si la Belgique ne réussit pas à maintenir son unité, ce sera très difficile d'imaginer que l'Europe maintienne la sienne. Mais je ne peux pas penser à ce cauchemar, c'est trop bête.